OK, alors bonjour, bonsoir. Donc, pour notre entretien numéro 11 concernant donc la formation sur les chakras et l'aura. Donc, aujourd'hui, c'était concernant la spirale évolutive, je ne me trompe pas, c'est bien ça? Vous Oui, êtes là? Oui? oui, on avait fermé nos micros. OK. Donc, vous avez peut-être visionné les vidéos qui étaient présentes dans la salle, dans le chat, pas, pas dans le chat, mais dans le classroom. Sur la spirale évolutive, avez-vous la chance de visionner ça ou pas? Quelques-uns, mais pas toutes. OK. Oui, puis il y a Puis, le bouquin, tout ça, ouais. Ouais. puis avez-vous des questions concernant cet aspect-là? Non, pas tout de suite. Mhm. Parce que, en fin de compte, l'idée de cette pratique-là, quelque part, ça concerne, donc je pense que vous l'avez sans doute compris, ce que j'en avais parlé la dernière fois, d'où la technique que Louise me parlait tout à l'heure, c'est concernant la notion de multiconscience thérapie. Hein, c'est l'idée, en fin de compte, que notre jeu intuitif peut nous amener à comme explorer des états de conscience qui sont en nous et de les percevoir comme étant des états de conscience qui ont 7 chakras et qu'on peut donc interagir avec eux comme des êtres distincts de nous qui possèdent 7 chakras et avec lesquels on peut donc utiliser toutes les techniques qu'on a apprises jusqu'à maintenant pour soigner ces états de conscience-là et donc amener une compréhension plus importante de l'état de conscience en question, puis aussi évidemment de faire un travail de réunification plus important parce que justement, en interagissant avec les chakras, ben, on arrive à mieux comprendre toute la profondeur de la problématique qui est associée euh, à l'état de conscience, puis de pouvoir arriver donc à faire un travail de réunification plus important par la suite. C'est ça que vous avez un petit peu compris de ça ou je vous surprends de façon exceptionnelle? Oui, j'ai une question, par exemple. Oui. Euh, Dernièrement, cette semaine, depuis les 2 dernières semaines environ, j'ai conversé avec plusieurs personnes et ça m'est arrivé à moi aussi d'être dans une situation, puis là, moi, je parle de moi-même, OK, où ce que je ne voulais plus parler à quelqu'un pour X raison. Mhm. C'est ce que je t'ai dit au tout début, là, j'ai réglé 2 sur 3 choses au niveau émotionnel. Mais, comment est-ce qu'on pourrait utiliser la spirale évolutive, admettons, pour mieux nous guider ou mieux nous guider dans une situation similaire, mettons? Une situation similaire, c'est une situation dans laquelle tu es en conflit avec quelqu'un et tu ne veux pas y parler, c'est ça? Oui, Et ça serait quoi l'objectif à ce moment-là, ça serait de pouvoir arriver à établir une relation plus juste avec la personne dans le oui, silence, c'est ça? dans le silence pour commencer, puis peut-être éventuellement dans le non-silence, là. OK. La technique la plus. Est-ce que vous avez des réponses à me donner là-dessus d'ailleurs, à Isabelle et puis Thierry? Avez-vous une idée en tête de ça? Parce qu'on a vu ça dans l'enseignement. Hein. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Là, c'est que cette question-là que Louise pose, il y a une réponse dans l'enseignement qui a été donné clairement. En tout cas, j'espère Oui, que c'est clair. Là. Mhm. au début, effectivement, tu nous as parlé dans la réunification, Oui, quand on a un conflit avec quelqu'un, qu'on pouvait effectivement le régler par cette technique-là. mhm. Effectivement, tu as totalement raison. Et ce serait la première réponse que je donnerais à Louise, évidemment, c'est de la technique de la réunification, donc la question de créer le cocon, hein, dont tu parlais tout à l'heure, dans la pratique à deux. C'est une technique qui s'applique à plusieurs choses, finalement. C'est ça que des fois, ça peut être confondant, c'est-à-dire que Oui, la réunification, c'est se réunifier à soi, avec une partie de nous dissociée. On peut se réunifier avec un état de conscience avec lequel on est en conflit. On peut également se réunifier avec une personne distincte de nous, et on peut donc le faire dans une pratique à deux, dans un contexte thérapeutique. Donc, c'est la première technique que je t'inviterais à explorer. La deuxième proposition que je te ferais, c'est concernant la spirale évolutive et les chakras. Richie. C'est qui ça? Est-ce que vous connaissez Richie, vous? Ça vous dit quelque chose? Il y a Vous non. comprenez quoi? Non, quelqu'un qui peut Rich, rentrer dans la salle, mais je ne sais pas c'est qui. Je vais juste vérifier qu'il y a des gens qui sont pas présents depuis quelque temps.
Une petite vérification. Nous sommes les plus assidus. Oui, puis il y a des gens, effectivement, qui ont des problèmes de santé. Donc, j'ai pas eu de nouvelles d'eux comme telles. Donc, puis ici, ça ne me dit pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer, qui sont comme des curieux, ou je ne sais quoi. Ça, c'est pour ça que je. Bon, on ne perdra pas de temps, je ne le ferai pas rentrer. Je ne sais pas c'est qui. Donc, Mais est-ce que je peux juste mentionner que le but de ma question par rapport à être mieux guidé, c'est au niveau émotionnel intérieur pour libérer cette émotion-là en dedans de nous. ça ne change absolument rien. Cette technique-là, qui est la technique d'unification, est vraiment une technique très intéressante pour ça. Et la deuxième technique qui serait intéressante, c'est au niveau des chakras, puisque là, tu sais que tu travailles avec toi et une autre personne avec laquelle tu as un conflit quelconque. Donc, tu pourrais prendre le temps, par exemple, de te mettre devant toi avec une autre personne, puis de regarder les échanges qui existent entre les chakras, tu vois. Ce serait une autre façon d'interagir, donc, et d'utiliser les techniques des chakras pour équilibrer chacune des énergies, pour qu'à un moment donné, il y ait une espèce d'harmonie qui puisse s'installer dans le subtil. Puis par la suite, évidemment, cette harmonie-là t'indiquerait le chemin pour que dans le monde concret, ça puisse aussi être plus facile à établir une relation plus équilibrée, plus saine avec la personne en question. Merci. J'ai répondu à la question? Oui. Donc, il y a deux façons de faire qui seraient les deux intéressantes à faire et qui, évidemment, qui nous rejoignent, qui nous ramènent donc à la spirale évolutive. Alors, la spirale évolutive, quel est l'intérêt donc d'utiliser ces fameuses techniques-là dans l'idée des états de conscience? C'est qu'on peut, à ce moment-là, euh, par cette façon de fonctionner-là, on peut vraiment approfondir notre interaction avec les énergies qui nous animent et augmenter et approfondir notre compréhension de chacune d'elles pour parvenir donc effectivement à faire un travail de connaissance de soi plus élaboré, puis de faire un travail de soin qui va être plus important dans ces diverses facettes qui sont en soi pour qu'on puisse travailler sur la réunification globale de notre être, c'est-à-dire qu'on puisse faire la paix avec les états de conscience qui sont présents en nous et qu'on puisse de plus en plus un état d'équilibre. Et vous savez maintenant que quand on parle d'un état de conscience, dans le jeu de la spirale évolutive, ben, il y a plusieurs conditions énergétiques qui sont associées à un état de conscience. C'est-à-dire que plus l'état de conscience est vers l'épuisement, bien, plus évidemment, l'état de conscience va apparaître plus figé, va apparaître plus lourd, va apparaître plus compliqué, va être plus dans la souffrance, plus dans la douleur. Il va être plus difficile de le déprogrammer, de lui tendre la main, parce qu'évidemment, il va être moins ouvert, moins réceptif. Alors, ça aussi, c'est un autre aspect à lequel qu'on doit comprendre, c'est que le travail que l'on fait avec un état de conscience peut se faire à travers plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec quelqu'un, un état de conscience qui est épuisé, et le travail qu'on fait avec lui peut nous rapprocher d'un état d'équilibre. Puis que ça peut se faire à travers des étapes qui ne vont pas se faire une seule fois, quelquefois, hein, parce que justement, euh, c'est comme, un état de conscience qui a plusieurs visages. Le premier visage, c'est celui de l'épuisement, mais si je travaille bien dessus, ben, je vais peut-être le voir devenir hyperactif par la suite. Puis si je travaille bien dessus, je vais peut-être tendre vers l'équilibre de plus en plus de soi. C'est ça un peu le concept de la multiconscience thérapie, finalement, c'est qu'on reconnaître qu'un état de conscience peut donc se composer de 7 constituants qui sont les chakras, et en plus de ça, il peut également se manifester à travers donc des conditions énergétiques qui lui sont propres. Puis l'objectif pour nous, ben, c'est de chercher à l'accompagner pour arriver à ce qu'il y ait un travail de réunification qui se fasse naturellement, c'est-à-dire que l'énergie soit de moins en moins distincte de soi et qu'on soit capable de s'équilibrer à cette énergie d'une façon de plus en plus importante. Est-ce que vous me suivez? Oui, Ouais. oui, c'est Oui, clair. oui, oui. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas vraiment expérimenté cette pratique-là, non? Non, on s'est surtout concentré sur les différentes techniques pour les chakras. OK. Là, je vais faire un commentaire qui n'est pas une critique, c'est plutôt quelque chose de constructif, OK? C'est que j'observe quand même que ça, c'est fréquent chez les gens qui veulent devenir thérapeutes ou qui veulent en tout cas développer une pratique vers les autres, de beaucoup négliger leur pratique personnelle et de beaucoup plus privilégier leur pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont plus intéressés à pratiquer vers les autres et moins intéressés à pratiquer vers eux. Et puis ça, c'est quelque chose de fréquent, là. Je ne dis pas que vous êtes en train de me faire vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est fréquent. C'est quasiment tout le temps que ça se passe comme ça. Et puis moi, je vous inviterais simplement à
essayez d'envisager cette idée. Tantôt, tu disais que tu faisais une pratique à trois, qui peut être intéressant. C'est par exemple que chacun d'entre vous fassiez une pratique personnelle et que quand vous arrivez à la pratique à deux, ben, vous avez votre lecture personnelle qui est un peu comme un point de vue que vous avez d'une situation. Et là, une personne de l'extérieur, qui est des gens avec qui vous avez travaillé, elle va venir un autre point de vue qui est le sien de la situation. Vous allez pouvoir ensuite comparer, c'est intéressant, comparer, tu sais, ah, mais tiens, quand j'ai fait le travail sur moi, j'ai vu telle chose. Et toi, tu as vu telle chose. Ah, c'est intéressant ou c'est pas intéressant, ou en tout cas, ça amène une forme de réflexion constructive, intéressante, qui enrichit tout le monde, puis qui enrichit aussi ton travail personnel. Parce que le travail personnel, je suis très conscient qu'il n'est pas facile à mettre en application pour toutes sortes de raisons, hein, parce que quelque part, on ne s'accorde pas tant d'importance que ça. Hein, le travail sur soi, quelque part, c'est une attention, une forme une marque d'amour envers nous-mêmes qui nécessite effectivement un effort qui est souvent pas valorisé parce que justement le monde extérieur est beaucoup plus envahissant que notre monde intérieur, c'est-à-dire que nous, on est tout le temps sollicité de l'extérieur, donc on se laisse porter souvent par le monde extérieur qui, lui, va nous emporter dans le mouvement de la vie et évidemment, on va plus ou moins être capable de porter attention envers soi-même et de faire une pratique personnelle. Moi, je vous inviterais justement dans un contexte de pratique à deux, de vous dire, mais tiens, avant de faire la pratique à deux, je vais faire une petite pratique, même si elle n'est pas longue, hein, c'est pas trop... l'idée, c'est de développer le muscle, puis aussi, surtout, de comprendre que la lecture intuitive que vous pouvez développer vers un partenaire, elle va se développer beaucoup plus efficacement quand vous comprenez vous-même le langage intuitif que vous avez en vous et que vous comprenez vous-même les difficultés que vous rencontrez dans votre pratique personnelle. Quand vous allez faire une pratique vers un autre un partenaire, vous allez beaucoup plus être capable aussi de mieux comprendre justement comment faire face aux problématiques qui peuvent exister. Donc, ça peut être très intéressant de procéder comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est vrai que la pratique personnelle, en fait, elle est difficile. C'est difficile parce que, alors déjà, il y a effectivement une négligence. Et si on observe bien d'où vient la négligence, c'est effectivement de ne pas avoir envie de s'intéresser, enfin, ouais, de négliger notre propre. Ouais. Et du coup quand on explore, enfin, moi, quand j'explore, bah, j'ai l'impression de me. Enfin, voilà, je prends pas. C'est pas sérieux, quoi. Et d'ailleurs, une fois, j'en ai fait l'expérience avec toi qui avait vraiment rectifié le tir. J'étais vraiment aux antipodes, quoi. Donc, ouais. Et alors, du coup, Ouais, vas-y. Mais en fin de compte, c'est parce que ça touche aussi à la notion du discernement. Tu viens de Mm. toucher, c'est-à-dire que si moi je pratique jamais sur moi-même, mais je pratique tout le temps sur quelqu'un d'autre, mais que j'ai jamais vérifié à quelque part la pertinence des informations intuitives qui sont en moi, et la seule fois que j'ai vérifié, j'ai constaté que j'étais dans le champ. Alors quand je pratique sur quelqu'un d'autre, je n'ai aucune certitude et confiance que ce que je perçois peut être juste. La seule référence que j'ai pour définir que c'est juste, c'est mon partenaire. Et là, je suis Mm. dans la merde. Parce que si je suis dépendant du regard de mon client pour recevoir une réponse qui va me guider, ben, la personne qui est devant moi, elle a un pouvoir exceptionnel et c'est moi qui devrais l'avoir. Si on pense à l'idée d'un thérapeute, le thérapeute devrait avoir une forme de confiance qui fait qu'il peut tendre la main à quelqu'un et dire, regarde, viens avec moi, je vais t'amener à bon chemin, au bon port. Et le client, ben, lui, va se sentir en confiance parce qu'il sait que le thérapeute sait où il s'en va. Maintenant, si le thérapeute utilise un outil avec lequel il n'est pas confiant et que le seul moyen pour lui de vérifier la pertinence de ce qu'il dit, c'est son client qui lui dit tu as raison ou tu n'as pas raison, ben vous comprenez que vous êtes dans la merde. Parce que ça veut donc dire quelque part que votre client, c'est lui qui gère la consultation. S'il vous dit que vous avez tort, ben vous allez devoir lui dire OK, excuse-moi. Vous n'allez pas avoir de moyen de vérifier ce qu'il vous dit. Alors que qu'on a confiance dans notre outil intuitif, on est capable, à la limite même, d'affronter, entre guillemets, hein, d'affronter, de confronter le client. Même si le client me dit, tu n'as pas raison, on est capable, parce que justement, on a développé une confiance, de pouvoir regarder les résistances qui sont en lui et de lui proposer d'autres voies pour qu'il puisse accepter ce qu'on est en train de lui dire. Parce qu'on comprend quelque part qu'il peut réagir, ce qui est normal. Il peut réagir à des choses qu'on va lui dire. Il ne va pas nécessairement acquiescer à tout ce qu'on va lui dire et que
effectivement, si on a une confiance en nous, on est capable à ce moment-là de pouvoir mieux gérer cette situation-là. Ça, c'est vraiment important parce que moi, c'est quelque chose que j'avais vécu, je vous l'ai déjà raconté à un moment donné, je commençais, ça faisait pas très longtemps, puis il y avait des gens, évidemment, qui pouvaient, une femme qui m'avait dit, entre autres, que j'étais un champ. Et puis, ce que j'avais fait, moi, à ce moment-là, c'est que j'avais vraiment pris le temps de rester aligné avec moi et de m'adresser à la démarche intuitive pour vraiment lui demander qu'est-ce qui se passe, pour lui demander quelque part qu'est-ce qui se passe dans le sens, c'est peut-être vrai que je suis dans le champ. Hein, parce qu'à quelque part, c'est vrai qu'on peut être dans le champ. Ça, c'est une autre chose. On peut se tromper, on n'est pas parfait. Mais si on n'a pas de moyen de vérification, parce qu'évidemment, si l'intuition me dit c'est vrai que tu t'es trompé, bon, le problème est réglé, mais si elle me dit, ben là, dis-lui telle chose parce qu'il se passe telle chose pour telle raison et que ça a du sens, ben là, tu peux, toi, lui proposer, lui partager ce que tu perçois, tu peux le faire avec délicatesse, etc. Mais ça peut amener à ce moment-là un autre essence, c'est-à-dire que la personne qui te dit que tu es dans le champ, ben, elle peut te dire, mais finalement, maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis, etc. Donc, on voit quelque part que la communication, c'est super important et que ma capacité à moi de m'accompagner dans une démarche personnelle touche ça aussi. C'est-à-dire que si moi, je ne suis pas capable de m'accompagner dans une démarche personnelle, ça veut donc dire quelque part que je ne suis pas en mesure, à la limite, hein, d'accompagner un partenaire. Hein. Parce que quelque part, mon partenaire, ben, je ne vais pas être en mesure de savoir comment le gérer parce que je ne vais pas être en mesure de reconnaître effectivement toutes les requêtes qui peuvent se manifester en lui parce que je n'aurais pas appris à le faire sur moi-même. Tu vois? Et c'est pour ça que la pratique personnelle a plusieurs éléments intéressants pour apprendre justement à développer cette confiance envers l'outil et d'être capable donc de mieux gérer aussi euh, les difficultés qu'une personne rencontre, parce que nous-mêmes, on les rencontre. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas différent des gens. Alors, les gens veulent entreprendre une démarche pour s'auto-guérir. Ben, nous, comme on a passé par une démarche pour essayer d'être mieux, ben, on est confronté, on sait ce que ça veut dire, on sait les difficultés qu'on a rencontrées. On est en mesure donc de mieux accompagner notre partenaire parce qu'on sait que le chemin n'est pas un chemin si facile que ça. Alors que si quelqu'un dit, écoute, moi, j'ai la vérité absolue, voici ce que tu dois faire, étape 1, étape 2, puis c'est bingo, puis c'est fini. Il dit ça à tout le monde. Ben, à quelque part, ça, c'est un peu plus la personne qui est illuminée. Elle est illuminée dans le sens qu'elle a l'impression d'avoir touché la vérité et elle a l'impression, à quelque part, d'avoir la solution. Et la solution s'applique à tout le monde, puis il donne l'information à tout le monde, mais il n'est pas dans une démarche intuitive. La démarche intuitive, c'est quelque chose qui est plus personnalisé à chacun à ce moment-là. Vous me suivez? Tout à fait. Oui, oui. Donc, moi, c'est pour ça, à quelque part, que je vous le rappelle, parce que je trouve que c'est quand même important. Je suis conscient quand même que l'enseignement sous la forme de vidéo et tout ça, il y en a quand même pas mal. Mais ce que je vous demande, finalement, c'est de surtout vous limiter aux modules. Les modules, à quelque part, c'est 2 à 3 heures, il me semble, hein, pour chacun des modules. Donc, c'est ça qui est le plus important. Tout le reste, c'est moins important. Tout le reste, c'est quelque chose qui demande plus d'heures que vous avez à investir, mais vous êtes moins obligé de les suivre, même si ça peut être intéressant, parce que quelque part, c'est des sommes d'informations qui sont plus importantes. Et ces sommes d'informations ben, vous permettent d'élargir votre champ de conscience. Mais ça, c'est quand même une opportunité. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre cette opportunité-là. C'est une opportunité parce qu'elle vous donne l'opportunité d'approfondir votre connaissance, mais vous pouvez vous limiter aux modules qui, eux, sont quand même, c'est la base vraiment essentielle de la pratique. Ok, moi, je voudrais revenir sur la pratique personnelle. Je me suis rendu compte là, et justement, j'en parlais avec Louise et puis Isabelle lors de nos pratiques. Et parce que moi, la pratique personnelle, c'est quelque chose que j'ai souvent fait dans mon métier. Et avant de proposer effectivement une nouvelle approche aux familles, je pratiquais d'abord sur moi pour tester, pour voir comment ça se passait, avant de effectivement de le proposer aux personnes que je recevais. Et en fait, au niveau des chakras, j'avais vraiment un souci, sauf que ça n'avait rien à voir avec la pratique que j'avais l'habitude de faire, c'est que j'avais une croyance et cette croyance, quand je l'ai identifiée, et ben, tout à coup, les choses, elles sont beaucoup plus simples. Et donc ça m'a bloqué en fait un moment. Et ta croyance, c'était quoi?
ben, qu'il fallait surtout pas toucher au chakra parce que c'était pas bon, c'était quelque chose sur lequel on devait absolument pas aller. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que cette croyance-là a changé? Ben, parce que j'en ai pris conscience Mhm. et que je suis en formation et je me demandais qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à dépasser ce stade-là. Et je me suis questionnée et je me suis dit: «Ah OK, effectivement, je me souviens avoir entendu, surtout ne pas toucher à ça, c'est, les gens qui font du yoga, ils font n'importe quoi», enfin bref, et je l'ai entendu plusieurs fois, donc c'était quelque chose qui était ancré et je me suis dit: «Mais non, ça c'était avant, c'est ce que j'ai entendu de certaines personnes et c'est leur croyance et aujourd'hui, bah, j'ai besoin de bouger et de retirer cette croyance qui, n'a pas lieu d'être, aujourd'hui». Oui, puis je vais te préciser peut-être quelque chose par rapport à ça, parce que c'est quand même, c'est quelque chose qu'effectivement, tu as raison. Beaucoup de gens vont parler des chakras avec, entre guillemets, faites attention. Maintenant, la nuance entre le travail qu'on fait et, et ce qu'il propose, je vais faire la différence parce que c'est même important, c'est que quand on fait un travail sur les chakras comme nous on le propose, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on cherche simplement à muscler notre chakra. On va l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'on fait des exercices. Alors, les exercices, effectivement, il y a trois options dans les exercices. Puis dans le travail personnel, c'est important de bien comprendre les trois parce que ça change notre relation aussi avec le travail personnel. Le premier, du travail personnel, qu'est-ce que c'est? C'est le bien-être. Par exemple, je me sens tendu dans mon cœur, je décide de faire une action pour équilibrer mon cœur. J'ouvre mon chakra, je le referme pendant une vingtaine de fois et je constate que ça amène à une amélioration dans la région de mon cœur, donc je me sens mieux. Je n'ai pas fait de pratique intuitive, je n'ai pas fait de déprogrammation, j'ai cherché simplement à développer mon mieux-être. C'est déjà en soi une pratique et c'est quelque chose d'intéressant. On cherche simplement à donner, c'est un peu comme faire du sport, hein, c'est-à-dire que si j'ai mal aux jambes, puis je m'en vais marcher, puis je me sens mieux après, c'est parce que j'ai remis de la circulation à mes jambes. Donc, face au chakra, c'est un peu la même chose. Quand je fais un exercice comme celui-là, je stimule la région en question et ça me permet de me sentir plus en harmonie, plus en état d'équilibre, etc., sans avoir fait le travail d'intuition, etc. Donc, on voit que le premier objectif du travail personnel, c'est que quand on est mal, on veut être bien. Donc, quand on veut être bien, il y a plusieurs options. On peut prendre une pilule, par exemple contre la douleur, je ne sais quoi. On peut faire, faire de l'exercice, on peut faire diverses choses, mais on peut aussi faire du travail intérieur, du travail de méditation, entre guillemets. Et dans ce sens-là, on apprend à faire un travail sur nos chakras pour arriver à améliorer notre mieux-être. C'est un objectif qu'on peut se fixer, certainement qui est le plus intéressant, hein, c'est-à-dire que c'est plus naturel de se dire, ben tiens, je me sens pas bien, je vais prendre soin de moi, je vais faire quelque chose pour me sentir bien. Donc, le premier objectif de la pratique personnelle, c'est de se sentir bien, et c'est déjà un grand concept, et c'est déjà super intéressant de s'accorder le droit de prendre soin de soi quand ça va pas bien en faisant des pratiques personnelles. Ensuite, le deuxième élément qui est important, c'est évidemment toute la notion psychique, c'est-à-dire que quand on commence à faire des lectures intuitives, on ouvre la porte à un monde qui est notre corps, qui lui peut nous exprimer des choses, comme si j'aurais que la région de mon cœur où je me sentais tendu, ben là, à ce moment-là, je vais prendre le temps d'observer que quand je fais l'ouverture-fermeture, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et je vais prendre le temps d'interagir avec les perceptions visuelles, auditives, sensitives qui vont se manifester à moi. Et en faisant ces échanges-là, je vais arriver à comprendre des choses. Je vais faire des prises de conscience et ces prises de conscience-là vont m'amener justement à développer donc une relation différente avec mon cœur parce que les exercices que je vais faire vont m'amener un mieux-être, mais je vais aussi également peut-être arriver à comprendre que ce mieux-être-là peut effectivement engendrer de nouveaux comportements, des nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons d'être, etc. Donc, ça, c'est un deuxième aspect, c'est-à-dire que on peut donc faire un travail personnel pour le mieux-être, mais également pour la connaissance de soi, pour mieux comprendre qui on est, mieux comprendre vers quoi on tend, vers quoi on se dirige, etc. Et de cette façon-là, ben, ça peut devenir un peu comme un guide. Hein, l'intuition devient un guide, c'est que quand je prends soin de moi, ben, je prends conscience de choses qui m'orientent et qui me guident dans ma vie. Donc ça, c'est un deuxième aspect qui est déjà qui est très intéressant et qui n'implique pas encore une fois la notion de déprogrammation. Le troisième aspect, c'est la déprogrammation, qui finalement est c'est l'étape qui est la plus complète parce qu'elle implique que je vais faire des soins, elle implique que je vais faire de la lecture intuitive, puis elle implique que je vais faire de la déprogrammation, c'est-à-dire que je vais faire transmettre à mon corps ce dont il a besoin.
Et cette idée de demander à mon corps si on a besoin, ça me met dans un processus d'échange avec mon corps. Mon corps me montre une transformation, ben moi, je vais prendre le temps de questionner, je vais faire des soins, je vais revenir à des programmations, et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose qui est un peu plus, euh, qui est plus engageant en termes d'information et qui me met dans une position de responsabilité parce que là, je ne suis plus en train de juste connaître et de faire des soins, je suis en train de reconnaître à quelque part que je suis engagé dans un processus de transformation avec moi-même dans lequel je dois m'accorder le droit, m'accueillir dans l'idée du changement. Donc, quelque chose un peu plus, c'est une étape supérieure dans le processus d'accompagnement et qui, évidemment, souvent la plus engageante et la plus difficile, parce que quand il s'agit de se transformer ou d'amener des transformations, c'est souvent l'étape ultime, l'étape la plus inaccessible, en fin de compte, surtout dans une démarche personnelle, puisque les croyances, comme tu disais si bien, peuvent t'empêcher de croire que tu pourrais arriver à faire ce changement-là pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a un processus un peu plus complexe dans cette troisième étape-là. Maintenant, quand on vient avec l'idée qu'on ne doit pas toucher au chakra, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on souvent, qu'est-ce qui était reconnu au niveau des chakras, qui était un peu le piège, c'est les gens qui voulaient absolument faire monter la Kundalini, par exemple. Tu vois? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils utilisaient leur volonté pour justement chercher à créer des conditions pour qu'il y ait donc un changement qui se fasse à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, ils n'étaient pas dans un processus intuitif, pas dans un processus d'accompagnement, pas dans un processus de mieux-être, mais simplement dans un processus d'obtention de pouvoir ou d'obtention de pouvoir, de développer quelque part des compétences spirituelles, si tu veux, plus importantes. Et ils le faisaient sans tenir compte de leur intérieur. Finalement. Ils s'imposaient un peu comme quelqu'un qui décide de dire, bon, ben, je vais devenir monsieur muscle, je vais m'entraîner, puis qu'importe si je suis fatigué, je vais m'entraîner, puis je ne vais pas arrêter. Mais c'est un peu la même chose dans le domaine spirituel. Quelqu'un qui tombe dans l'ego a un désir de se développer spirituellement, puis il ne tient pas compte à quelque part des règles de la vie, il ne tient pas compte de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, il n'est pas dans la connaissance de lui-même, il est plus dans l'obtention d'un pouvoir à ce moment-là. Tu vois la différence? Oui, oui, tout à fait. OK, Donc, dans le merci. travail personnel, ce que j'aimerais rappeler, finalement, c'est que la première étape du travail personnel, c'est le bien-être. Donc, je reviens avec ma question sur la démarche personnelle. Est-ce que cette étape-là, vous l'avez atteinte? Est-ce que vous avez l'impression que vous cheminez dans cette démarche-là de dire, tiens, quand je ne vais pas bien, j'utilise la pratique pour me sentir mieux? Pas encore. Tu vois? C'est quand même Ouais, non, intéressant. Oui, mais, vas-y. non, mais c'est vrai, pas encore. Hmm. Mhm. Ben, Ouais. moi, un petit peu, par exemple, parce que si je ressens une sensation d'inconfort, que ce soit de la nervosité ou du stress ou quoi que ce soit, j'essaie de me poser la question pourquoi j'ai ça et j'essaie de voir qu'est-ce qui peut en être la cause. Des fois, j'ai le courage de passer à l'action. Des fois, comme ça m'a pris pas loin d'un mois avant de régler qu'est-ce que j'ai réglé aujourd'hui sur le 2 sur 3 que je t'ai parlé aujourd'hui, je suis allée à mon rythme. Je suis allée à ma capacité de ce que je peux accomplir. Mhm. Le timing, je crois, est important. Et puis, mais des fois, comme j'ai quelque chose sur le bras présentement, j'ai mis un pansement, mais même le pansement, ça donne un effet de, je suis allergique un peu à la colle. Mais je l'ai mis pour, en tout cas. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi j'ai un bobo là, mais je ne me suis pas acharnée dessus encore, je ne suis pas prête. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas prête. Mais je sais que ça va venir. Mais ce qui est intéressant dans les mots que tu as utilisés, c'est acharné. C'est Euh, intéressant comme mot. ouais, c'est un peu péjoratif. Oui, je trouve. Tu pourrais, parce que finalement, l'idée, puisque aussi ce que dans ton commentaire, qu'est-ce que tu as dit, c'est de dire, tu as commencé, tu le fais un peu, puis qu'est-ce que tu vas dévoiler, c'est finalement tout sauf le soin. Tu m'as parlé de lecture intuitive, tu m'as parlé de questionnement que tu as fait, mais tu n'as pas parlé véritablement de soin. Le soin, c'est la première étape, c'est-à-dire que classiquement, quand tu regardes dans le milieu de la guérison en général, les gens, qu'est-ce qu'ils vont apprendre en général? C'est ah, ben, on peut faire des soins. Moi, je fais du Reiki, par exemple. Toi, ben, le Reiki, c'est un soin.
C'est un soin sur lequel ils peuvent s'appliquer sur eux-mêmes, ils peuvent l'appliquer sur quelqu'un d'autre, et c'est un soin qui n'est pas engageant. C'est-à-dire que l'engagement, c'est de dire, je vais faire un soin. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça va me faire du bien. Ça, c'est la croyance qui est associée à l'idée de faire un soin. Et c'est très bien, c'est une première étape, c'est prendre soin de soi d'un niveau dans lequel on reconnaît qu'on a la capacité de se soigner par l'énergie. Donc ça, c'est la première étape. Puis vient ensuite les étapes qui sont un peu plus complexes, où le questionnement, l'intuition, finalement, est un peu plus complexe parce que ça nous ramène justement à la conscientisation, c'est-à-dire que ça nous amène à la connaissance de soi, c'est-à-dire qu'on dépasse le stade simplement du bien-être pour arriver à comprendre la raison d'être justement des perturbations qui sont présentes et d'arriver ensuite à la déprogramation comme la troisième étape. Tu comprends? Oui, mais ce que je voulais dire, dans un certain sens, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais je suis à une étape que j'y vais à mon rythme, puis quand je me sens prête, comme il y a moins de 2 semaines, j'ai versé des cuillerées de soupe dans mon bol, puis je tenais mon bol avec le pouce dans le bol. Puis quand j'ai mis ma dernière cuillerée, ben, la soupe a monté, puis mon pouce était dedans. OK? Ben, c'était chaud. Fait que Mhm. j'ai lâché le bol, là, heureusement que ça n'a pas brisé, rien de ça. Puis je suis allée mettre mon pouce sous l'eau. Mais au lieu je me suis prise en main, puis au lieu de penser, ah, ça va brûler, ça va faire des cloches, ça va faire ci, ça va faire ça. Non, j'ai pas pensé ça, puis j'ai choisi de ne pas penser ça. À la place, j'ai dit, OK, je fais ce qui est nécessaire, je mets de l'eau froide, OK, parce qu'on ne met pas de l'huile ou des affaires de même, ça fait juste empirer. Fait que j'ai mis de l'eau froide, j'ai laissé mon pouce sous l'eau un bon bout, 5 minutes, quelque chose comme ça. Je l'ai remis plusieurs fois dans la journée, puis j'ai mis de la lumière, j'ai mis de l'amour, j'ai dit, tu vas guérir, tu es capable de guérir? Puis j'ai dit, tu sais, j'ai fait tout ce que moi je pensais pour apporter un soin immédiat à mon pouce. Mhm. Peut-être parce que c'était une situation qui était considérée un peu plus urgente, mais j'ai choisi à ce moment-là de le traiter tout de suite. Tandis que le bobo sur mon bras, c'est nouveau. Je ne sais pas si c'est mon côté empathe qui embarque par rapport à une annonce que j'ai vue à la télé ou autre chose. Je ne sais pas, je sais, ça a l'air ridicule, je n'embarquerai pas dans le détail précédemment. Mais si c'est juste une piqûre d'insecte, c'est une chose. Si c'est autre chose qui est relié à un virus puis qui décide de sortir là, celui-là, je ne suis pas prête à dealer encore avec. Mhm. J'ai pas la force intérieure n'est pas présente encore pour vraiment dealer avec ça. Fait que c'est pour ça que j'ai répondu, peut-être que j'ai pas choisi les bons mots. Ça, je dois pratiquer mon vocabulaire, là. Mais, euh, mais c'est plutôt ça. Tu sais, puisque le premier mot, moi, je t'inviterais peut-être à avoir, c'est accueillir. Ça, c'est déjà intéressant, accueillir, parce qu'accueillir, ça sous-entend que je ne passe pas du principe que, ben, d'une façon, une réalité. La réalité, c'est ce que tu as, ce que tu observes, que tu as sur ton corps. Donc, la première chose, c'est de dire, mais tiens, si je prenais le temps de l'accueillir. L'accueillir, c'est donc de finalement accepter qu'il est là, puis il y a peut-être un message à le transmettre, tu vois. Ça, c'est accueillir. C'est dans un processus, effectivement, un peu comme la réunification, en fin de compte. C'est cette idée d'accepter que notre corps souhaite nous communiquer quelque chose et on l'entend, on l'écoute tout simplement. C'est d'une façon assez objective, on n'est pas dans une réaction, on est simplement dans l'acceptation qu'une information nous est donnée à ce moment-là. Tu comprends? Oui, merci. OK. Ouais, être en paix avec ce qui s'en vient, quoi, pour discuter, quoi. Mm. Oui, parce que la position d'accueil, finalement, ça sous-entend, tu sais, quand on dit, par exemple, bon, par exemple, j'ai peur de quelque chose, j'ai peur de ceci, ou quelque part, bon, là, on se lance dans le futurisme, on se lance dans des explications dans le futur, on peut arriver ça, il pourrait arriver ça. Toi, on n'est pas dans un processus à ce moment-là, l'accueil. L'accueil, finalement, c'est une position où on est dans une position dans le présent, Neutre. et Ouais. on accueille quelque chose qui est là, qui a quelque chose à nous dire. Alors ça, c'est une acceptation, c'est une position plus d'horizontalité, c'est-à-dire on est plus de verticalité plutôt. On est plus dans une position où on se tient debout et on accepte quelque chose qui est là, puis on l'accueille. Puis à partir du moment qu'on l'accueille, ben, on peut donc
prendre soin d'eux, tu vois. Et ça touche l'auto-guérison aussi, ça touche la notion personnelle, le travail personnel, c'est ça finalement. C'est qu'on a tendance, nous, par exemple, c'est pas pour rien que la médecine est si populaire, parce que la médecine, qu'est-ce qu'elle nous propose? C'est prendre une pilule pour ci, prendre une pilule pour ça. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que nous, on n'est pas dans une relation avec notre corps. On est simplement en train de se dire, ben, je prends une pilule parce que je veux pas avoir ça. Je prends une autre pilule pour pas avoir ça, pour pas subir ça, puis pas. Tu vois, on n'est pas dans une relation de taire notre corps en lui disant, ben voilà, je prends une médication, je t'écouterai pas, je vais prendre des médicaments, puis je vais faire taire ce que tu veux me dire. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est très commun dans l'histoire humaine, maintenant avec la médecine qui a pris énormément d'importance. On a développé cette relation avec le corps où on a peu appris à l'écouter parce que justement, ça ne nous a pas été enseigné de le faire. On a plutôt tendance à comprendre que c'est le médecin qui connaît ça, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il va faire. Puis l'allopathie, la médecine pharmacologique est très populaire aussi. Donc, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Puis finalement, on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Alors, c'est certain que la démarche personnelle qui est proposée ici, ce n'est pas une démarche qui est à la mode, hein, ce n'est pas une démarche qui est très sexy, comme on dit, parce que justement, elle demande du temps, elle demande de la responsabilisation, elle demande quelque part qu'on soit à l'écoute de soi. Et c'est tout ça quelque part qui explique souvent que, puis aussi, on vit dans une société où tout va rapidement. Tout est rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le temps de faire ça, hein, parce que justement, je suis trop sollicité, il y a trop de choses que j'ai à faire, et ainsi de suite. Donc, c'est facile pour nous de nous éloigner d'une telle pratique. Puis en même temps, je pense que c'est une belle, c'est un beau cadeau à s'offrir que de prendre le temps de le faire. Mm. Mais bon, ce témoignage, Louise, vraiment, c'est chouette parce que moi, ça me fait vraiment réaliser que quand je parlais de négligence tout à l'heure, c'est vraiment de la négligence. Parce que finalement, pratiquer la PCI perso, enfin, pour moi-même, euh, il y a quelque chose de, je ne vais pas dire abstrait, mais effectivement, de faire la pratique et d'aller regarder, d'observer, etc., etc. Bon, il y a l'histoire de, effectivement, les chakras, ouverture, fermeture, etc. Mais il y a ce truc très simple quand même, tu as un bobo qui débarque, tu as un truc qui débarque et qui fait mal ou qui n'était pas prévu au programme. Et c'est au moins de pratiquer la PCI dessus, ouais. Et donc, du coup, ça prouve bien que c'est de la négligence. C'est-à-dire que même ça, je le fais pas. Mhm. Ouais. Ouais, mais de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le commencer puis de le faire à votre rythme, parce que tantôt, tu parlais de rythme, Louise, puis effectivement, euh, c'est pas une course, puis on fait ce qu'on peut et on fait comme on peut, mais je pense que, tu sais, moi, c'est une chose aussi que j'ai remarqué dans la pratique personnelle, ceux qui la font pas. J'ai souvent constaté, je pense, je vous l'ai déjà raconté, quelqu'un qui avait, après un week-end, avait vraiment, semble-t-il, avait vraiment une compétence, elle allait avoir beaucoup de facilité, elle serait vraiment très, très bonne, etc. Mais finalement, quand elle ne faisait pas de travail personnel, puis qu'elle avait développé une méthodologie super rapidement, ce qui a fait qu'elle était super bonne, mais sa méthodologie, finalement, elle était comme, elle s'en était contentée. Donc, elle ne remettait pas en question, elle était dans ses pantoufles. Et quand on est dans nos pantoufles, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on répète, on répète, on répète toujours la même chose. Et comme on répète la recette, ben, on arrive à un moment donné, sans s'en rendre compte, à se renfermer notre conscience dans une recette. C'est-à-dire, la recette, c'est A plus B est égal à C. Donc, dans toutes les circonstances des rencontres que je fais, c'est toujours A plus B est égal à C. Et quand on fait ça, ben, à un moment donné, sans s'en rendre compte, notre intuition est de moins en moins présente parce que justement, on fait de plus en plus confiance à notre recette. Notre recette, on n'a pas appris à comprendre comment fonctionne l'intuition. Donc, on est plus impressionné par la recette qu'on a mis en application et on cherche à l'appliquer. Et ce qui est arrivé, c'est que cette personne-là, dans les derniers stages qu'elle faisait avec nous, ben, elle était devenue la moins compétente. Et c'était malheureux parce que justement, elle était partie avec une longueur d'avance sur tout le monde. Mais comme elle avait cette façon de faire qu'elle avait trouvé qu'il avait valorisé beaucoup, elle était restée dans ce monde-là et elle ne cherchait pas à en sortir. Donc, dès qu'elle sortait de ce champ, de cette méthode-là qu'elle avait développée, ben, elle n'était pas du tout intuitive, elle n'était pas dans le même niveau que les autres parce qu'elle n'arrivait pas à faire confiance en son intuition parce qu'elle avait développé cette façon de faire qui l'avait convenue. Elle était correcte avec ça, elle était contente, elle n'avait pas envie de se remettre en question. Et se remettre en question, ça sous-entend se remettre en question elle-même. C'est-à-dire de reconnaître à quelque part qu'elle est d'elle-même, il y a des choses qu'elle devait dépasser par rapport à sa propre démarche intérieure, et ça, elle n'était pas prête à le faire. Et je pense que
c'est pour ça que la pratique personnelle est souvent proposée avec la pratique professionnelle en alternance pour justement nous assurer quelque part qu'on trouve justement, on cherche à appliquer les techniques sur soi, on cherche à les appliquer sur un partenaire et de cette façon, on trouve une espèce d'équilibre dans notre développement du langage intuitif qui va nous permettre de nous enrichir aussi. C'est pour ça que ça peut être très intéressant de procéder comme ça. Isabelle, j'aimerais dire quelque chose. Merci beaucoup pour ce que tu as mentionné parce que ça me fait réaliser, pour utiliser les paroles que Sylvain a utilisées tantôt, d'accueillir le fait qu'on n'a pas développé une habitude concernant la pratique de la PCI envers soi. Puis peut-être qu'en acceptant cela, ben, on va pouvoir plus être apte et en mesure de changer cette habitude-là pour en mettre une plus constructive. Complètement. Je suis complètement d'accord. Ouais. Oui, puis déjà, Tout à juste fait. à intégrer dans votre pratique à deux, quand vous faites une pratique à deux, que vous sachiez que vous allez faire une pratique, de prendre le temps de faire une petite pratique sur vous-même avant de le faire, ça vient quand même enrichir votre pratique à deux parce que vous pouvez dire, ah, ben, tiens, j'ai fait une pratique sur moi, on va comparer les deux. Donc, ça devient un élément intéressant de. Moi, ce que je fais souvent dans les supervisions, c'est ce que j'appelle une évaluation comparative. Une évaluation comparative, c'est que je compare, par exemple, moi, je fais une évaluation sur quelqu'un. Mettons, je fais une lecture intuitive sur Isabelle, Louise fait une lecture sur Isabelle, puis Thierry fait une lecture sur Isabelle. Donc, on est trois personnes qui ont fait une lecture sur la même personne. Donc, ça fait une évaluation comparative. On peut comparer ce qu'on a observé sur la même personne. D'ailleurs, c'est ce que vous pourriez faire à trois, hein? C'est-à-dire que vous pourriez dire, ben, tiens, on fait une lecture sur Louise, Thierry et Isabelle vont faire une lecture sur Lise, puis ensuite, ils vont comparer. Puis Louise aurait pu faire une lecture sur elle-même et elle pourrait être comparée aussi. Donc, tout ça, finalement, ça enrichit votre pratique, tant personnelle que dans votre pratique professionnelle aussi. C'est une super idée. On a pensé faire ça, puis on avait commencé à vouloir aller dans cette direction-là, mais c'était au niveau, lorsque c'est le temps de faire la rotation des chakras dans un sens ou dans l'autre sens, sur la personne pour l'évaluer, on s'est entendu que probablement ça pourrait être un peu compliqué. Parce que si quelqu'un fait un sens rotatoire dans une direction, puis l'autre personne, ça donne qu'elle fait un mouvement inverse, puis qu'on ne sait pas, ça peut être un peu un conflit pour la personne qui reçoit, non? Tu as raison, et c'est dans ce sens-là, évidemment, que quand je te dis ce genre de situation-là, c'est souvent dans un contexte, c'est pas nécessairement en même temps, tu vois. Maintenant, si vous voulez le faire en même temps sur une personne, ben, à quelque part, l'évaluation rotatoire, ben, vous pourriez le faire, par exemple, je donne un exemple, étape 1. Étape 1, on va faire ouverture-fermeture. OK, maintenant, tout le monde est terminé ouverture-fermeture. OK, OK, maintenant, on va faire équilibre par les couleurs. Tout le monde est fini. OK, tu vois, il peut y avoir quelqu'un qui, par exemple, celle qui reçoit le soin même pourrait, elle, gérer à quelque part les étapes pour s'assurer justement que chacune des étapes, on est au même endroit et que les personnes vont faire les exercices en même temps pour éviter ce que tu décris. C'est vrai que ça peut être un peu, effectivement, surtout dans un contexte des chakras où on travaille sur plusieurs choses, plusieurs techniques différentes. Ça peut être bien, effectivement, que tout le monde se mette d'accord pour travailler sur la même technique en même temps. Ça a bien du bon sens. Merci d'avoir apporté cette solution. Merci, ouais. Puis concernant la spirale évolutive, avez-vous des questions sur la procédure, comment ça fonctionne, etc.? Oui. Justement, comment on peut le... Est-ce qu'on part, mettons, du chakra de la racine, puis on fait une lecture intuitive, puis de là, on essaie de trouver s'il est en hypo, hyper, ou égal, ou équilibré plutôt? Comment est-ce que... Je vais te dire ça plus simple que ça. C'est-à-dire, mettons, tu fais le chakra racine. Chakra racine, bon, effectivement, tu vas faire ouverture-fermeture, équilibre par les couleurs, circulation rotatoire, etc., etc. Donc, tu as plusieurs techniques que tu vas faire sur le chakra. Maintenant, supposons que tu le fais sur Thierry, puis Thierry, elle dit, ben moi, j'aimerais ça que tu travailles sur mon chakra racine sur un thème, je veux dire n'importe quoi, le thème de l'agressivité, la colère. OK, bon. OK, donc, OK, je vais faire ça là-dessus.
Donc, toi, tu te mets en relation avec le chakra racine de tiare et sur quoi tu vas travailler, c'est tiare qui est en colère. Donc, un état de conscience. Tu vois? C'est ça la spirale évolutive. La spirale évolutive, c'est de partir de partir des chakras pour accéder à un état de conscience. L'état de conscience, comme vous le savez, dans la spirale évolutive, dans le gros livre que j'ai écrit, il y a 56 états de conscience. Donc, il y en a beaucoup plus que ça dans la vraie vie. Mais 56 principaux états de conscience, c'est comme une genre de grille de lecture. Maintenant, la colère, ça peut faire partie de l'un de ces états de conscience-là, mais ce n'est pas important à ce stade-ci. L'important, c'est d'y aller avec ce que la personne demande. Je veux travailler avec un parti colérique qui est en moi, donc et c'est relié au chakra racine selon le travail qui est fait. Donc, on travaille là-dessus. Et là, on va voir apparaître donc un état de conscience de tiare en colère. Et tiare en colère, dans le chakra racine, va apparaître comme une tiare, par exemple, je ne sais pas moi, où les chakras cœur, gorge, frontale, coronale seraient très, très actifs et très, très, beaucoup d'énergie. Et le bas du corps serait complètement absent, par exemple, tu vois. Donc, la première chose que tu vas chercher à faire, évidemment, c'est de chercher à interagir avec l'énergie que tu perçois de tiare en colère pour la faire descendre vers le bas, puisqu'il y a trop d'énergie vers le haut. Donc, tu vas premièrement faire descendre l'énergie vers le bas. Ensuite, bien évidemment, tu vas faire ouverture, fermeture de chakra racine et tu pourras faire chacun des chakras si tu en as envie, toi. Donc, il y a plusieurs façons de procéder de cette façon-là. Mais l'idée spirale évolutive, c'est ça. C'est-à-dire que là, on pourrait travailler de cette façon-là. Maintenant, tu pourrais aussi travailler autrement. Par exemple, tu pourrais dire, ben tiens, j'ai vécu un traumatisme à l'âge de 8 ans. Ah, OK, d'accord. Bon, ben, aller explorer ça. Donc, l'état de conscience de l'enfant de tiare à l'âge de 8 ans, par exemple. Tu vois, c'est un autre thème. Donc, là, à ce moment-là, ce que tu vas voir, c'est tiare enfant à l'âge de 8 ans et tu vas l'avoir dans un état de conscience dans lequel tu vas pouvoir constater que l'énergie de tiare est dans des états de désalignement, par exemple, et que le désalignement met en évidence à quelque part que le chakra sacré est vide, énergétiquement parlant. Okay? Donc, tu vas chercher à rétablir tout ça et tu vas avoir des observations, des réactions, etc. Donc, toi, c'est comme une façon de travailler avec des états de conscience de la même personne. Donc, tu travailles avec tiare, mais avec des facettes d'elle, tu vois. Il aurait pu aussi y avoir, je ne sais pas moi, j'ai un conflit relationnel, ben à ce moment-là, je pourrais travailler avec tiare avec la personne avec laquelle il est en conflit relationnel. Encore là, je travaille avec des petits personnages, voici tiare, voici la personne avec laquelle il est en conflit, puis là, je peux interagir avec chacun d'eux pour être capable de pouvoir évaluer de quelle façon qu'elles peuvent s'harmoniser ces deux personnes-là, tu vois. L'autre façon, c'est au niveau, par exemple, dans le milieu professionnel, on peut envisager bien sûr que le domaine financier, donc la relation avec l'argent, comment on perçoit tiare dans le domaine financier, par exemple. On pourrait l'avoir, je ne sais pas moi, qui serait très, très grande ou toutes ses affaires, avoir l'impression que tout lui réussit, etc. Puis constater en même temps qu'elle est tellement haute que le moindre petit obstacle, elle va tomber. Tu vois, donc, ça serait une façon, encore une fois, d'interagir pour amener donc une tiare une meilleure relation dans le domaine financier, tu vois, par exemple. Il y aurait donc la santé, évidemment, par exemple, tiare aurait peut-être pour avoir des problèmes digestifs, je ne sais pas, donc on pourrait travailler sur cette facette-là d'elle. On pourrait travailler sur l'aspect spirituel, sur sa relation avec Dieu. Et on pourrait constater que tiare, devant Dieu, ben, elle se sent toute petite, puis se sent incapable, par exemple, toi. Donc, c'est toutes des façons d'aborder à quelque part d'aborder finalement l'être humain avec lequel on travaille. Donc, il y a plusieurs aspects là-dedans. Soit qu'on peut partir de rien, c'est-à-dire que la personne ne dit rien, puis on constate que dans le travail que l'on fait avec elle au niveau des chakras, il y a des états de conscience qui apparaissent, sur lesquels on peut travailler et sur lesquels on peut interagir avec eux pour qu'il y ait un travail de réunification qui se fasse. Ça, c'est une première chose. On peut aussi travailler avec des demandes que notre partenaire fait, notre client peut nous dire, ben moi, je me souhaite travailler sur la colère qui est en moi ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est un aspect. On peut également, dans un travail intuitif, constater que, par exemple, je fais un travail sur tiare et puis que je constate que son arrière-grand-père apparaît. Ben, je peux donc travailler sur son arrière-grand-père. Donc, je peux travailler sur la psychogénéalogie à ce moment-là. Je peux travailler sur des mémoires d'autres vies. Je peux voir apparaître des événements de d'autres époques, de d'autres histoires qui peuvent être en relation aussi avec tiare. Toi, c'est tous ces aspects-là, quelque part, qui peuvent être explorés à travers le travail sur la spirale évolutive. Je ne sais pas si tu me suis mieux, Louise. Oui, merci Sylvain.
Donc, vous voyez que c'est ça, en quelque part. C'est ça qui fait que ça éclate le travail intuitif. C'est-à-dire que le travail intuitif, là, on l'a vu jusqu'à maintenant, c'est OK, on fait un travail sur un chakra ou les 7 chakras. Donc, déjà en soi, faire un travail sur les 7 chakras, c'est un peu plus important. Si on applique toutes les méthodes et toutes les techniques, ça fait des soins assez longs. Mais c'est des choses que vous pouvez, évidemment, vous savez que vous pouvez vous permettre de le faire si vous le souhaitez. Maintenant, on comprend qu'à travers le travail sur les chakras, c'est comme des portes que vous pénétrez un chakra, puis là, il y a des portes qui s'ouvrent. Les portes qui s'ouvrent, c'est dire, ah, mon Dieu, celle-ci, ah, ça c'est la colère, dans le chakra sacré, ben, c'est la tristesse. On découvre plein de portes finalement qui font qu'on peut travailler sur des états de conscience qui animent, qui nous animent finalement, ou qui animent notre partenaire, et avec lequel on peut travailler dessus. Et que ce travail-là, évidemment, c'est un travail d'approfondissement. Si je dis, je vais travailler sur le chakra racine de Tiare et que j'applique les techniques, puis finalement, je travaille sur la colère qui est en elle en plus, puis la colère m'amène à constater qu'il y a une relation avec une mémoire d'autre vie, etc. Ça m'amène déjà en soi à un travail beaucoup plus long qui va faire que peut-être qu'une consultation va se limiter à un travail sur le chakra racine parce que je n'aurais pas eu le temps d'envisager d'autres soins parce que j'aurais approfondi quelque chose plus en profondeur dans le chakra racine à ce moment-là. Oui, Ça va? oui. J'ai une question par rapport à... Attends que je m'en souvienne. Le fait qu'on soit plus qu'une personne à faire une lecture intuitive sur une personne en particulier, ça ne veut pas dire que chaque individu qui travaille sur cette personne-là va trouver les mêmes choses. Ben justement, c'est une des choses qui fait que c'est pour ça que c'est intéressant de bien mettre en évidence cette notion de subjectivité intuitive que j'appelle, que les gens intuitifs n'aiment pas entendre. Parce que, tu sais, par exemple, si tu penses à un médium va faire donc, va se mettre en relation, si on a 10 médiums dans une salle, puis une personne au centre, et les 10 médiums vont communiquer, je ne sais pas moi, avec la père décédée de cette personne-là, les 10 personnes n'auront pas le même message, puis n'auront pas la même information. Logiquement, par contre, il devait y avoir une logique, c'est-à-dire une congruence, une certaine cohérence plutôt, dans le discours de chacun, mais ça pourrait aussi ne pas être cohérent. Mais la cohérence, c'est ce qui implique que, OK, il y a une cohérence, ça veut dire que tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde, tout le monde se met d'accord, donc, à quelque part, ce qui a été observé peut être reconnu comme étant assez juste, tu vois, parce que la cohérence est là. C'est la cohérence qu'on recherche, parce que si on a 10 intervenants qui font un cas à une personne, puis qu'on sort avec 10 histoires différentes, mais complètement différentes, qui n'ont aucune cohérence, puis qui sont même contradictoires, bien, inévitablement que là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, et là, c'est plus inquiétant. Parce que ça veut donc dire quelque part que 10 intervenants qui font une lecture sur une même personne arrivent à des conclusions complètement différentes, ben, à quelque part, il y a un questionnement à avoir véritablement sur le travail qui a été fait. Parce que logiquement, il doit y avoir une cohérence. Moi, on le fait souvent dans les enseignements que moi je donne, hein, de faire des lectures en groupe, etc. Et puis, en général, les gens arrivent à quelque part à une certaine forme de cohérence. La cohérence, il y a des gens qui vont être moins complets, d'autres plus complets, mais il y a une cohérence, c'est-à-dire une certaine forme de pertinence qui va être reconnue et que le client, la personne qui reçoit le soin, va être en mesure ensuite de pouvoir dire, ah oui, ça c'était très vrai, ça aussi, elle va être en mesure quelque part de donner un discours qui est assez positif par rapport à ce qu'elle a reçu. Donc oui, les gens n'auront pas toujours le même discours, puis c'est ça qui amène aussi cette notion, d'une part, la qualité intuitive. Chaque intervenant intuitif a une certaine capacité d'ouverture intuitive. C'est pour ça que moi, j'enseigne la méthode que moi, je crois être une bonne méthode parce que justement, elle nous sort des sentiers battus, parce que l'intuition, elle est souvent assez réduite. Le développement intuitif des gens, en général, c'est de dire, ah ben, je suis intuitif. Oui, je suis intuitif, je suis tombé dans un. Je suis mort, puis je me suis réveillé à la mort, puis là, quelque part, je suis devenu intuitif. Ils n'ont pas la maîtrise de l'intuition, ils ne savent pas comment la développer, donc ils restent à un certain degré de leur développement intuitif et ils vont souvent pas le dépasser. Et dans la marche intuitive, bien évidemment, quand on apprend un peu plus, comme moi, ce que je vous enseigne, c'est pas juste l'intuition, c'est également la notion de soin aussi qu'on combine. Donc, ça permet de pouvoir enrichir notre langage intuitif et de pouvoir justement chercher donc à approfondir cette connaissance-là. Et c'est ça, quelque part, qui fait, je pense, que
la cohérence va être plus au rendez-vous, si tu veux. Parce que si on ne se pose pas de questions, c'est facile. Je regardais récemment un truc sur TikTok, un mec qui j'ai trouvé assez amusant. C'est un médium qui lui dit, écoutez, encore une fois, j'avais raison. Oui, j'avais raison. On est aujourd'hui le 9 juillet, c'est ça, je pense. On est le 9 juillet. Et j'avais Oui, raison. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Oui, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel à Paris. Et j'avais raison. J'avais raison. Et soyez étonnés si vous le souhaitez. Mais c'est arrivé. Et j'avais raison. Au revoir. Bonsoir à tous. Ça fait, c'est genre, le gars, il dit rien. Il ne fait seulement que parler d'une façon super générale. Puis il dit j'avais raison, ben oui, tu as raison, c'est sûr que tu avais raison. Si tu dis rien, tu as raison. Tu ne prends pas de risque. Dans la démarche intuitive, il y a des gens sont passés dans l'art de, de jouer avec le mot pour donner l'impression à quelqu'un qui dise quelque chose, mais qui ne dise rien. Et que les gens qui analysent pas beaucoup, qui sont très dans la foi, ils vont absolument être emballés par ça, mais ils vont pas voir que la personne n'a absolument rien dit finalement. Elle n'a absolument pas pris de risque. Et dans la démarche intuitive, la meilleure façon de vérifier qu'un thérapeute intuitif est bon, c'est de le questionner. Parce que si on reste à un niveau très général, ah, ben, je vois quelque part que tu vas aller mieux. Ah, super, merci beaucoup, je suis tellement content. Je vais aller mieux, ben, c'est super. Mais ça, on reste dans le général. Maintenant, si moi, je reçois l'information d'un thérapeute intuitif qui me dit je vais aller mieux, et que je dis, OK, mais pourquoi tu me dis que je vais aller mieux? Est-ce que ça veut dire que je vais mal? Alors là, tu commences à amener c'est là que tu commences à amener l'intelligence. C'est-à-dire que l'intuitif, s'il a vraiment une connaissance de ce qu'il dit, il va t'expliquer pourquoi il a dit ça. Puis il va t'expliquer les enjeux associés à ton passé qui te font qu'aujourd'hui, tu n'es pas bien, puis les enjeux qui sont associés au futur qui vont t'expliquer pourquoi tu vas être mieux. Mais s'il n'est pas capable de t'expliquer ça, c'est de la poudre au vent. Et c'est pour ça, quelque part, que la notion de questionnement que je m'attends en phase dans l'enseignement, ben, il est là pourquoi? Mais pour amener le discernement, pour amener justement cette capacité que moi, je sois capable d'expliquer à quelqu'un ce que je perçois. Parce que si je ne suis pas capable de l'expliquer, ben, mon partenaire, ben, il ne va pas être capable de le comprendre, il ne va pas être capable de cerner ce que je veux dire, il ne va pas être en mesure de mesurer quelque part de la valeur de ce que je lui transmets. Et ça, ça peut être problématique, bien sûr. Hein. Ça va? Oui, est-ce que je peux poser une question par rapport à Oui. la spirale évolutive? Mhm. Admettons que quelqu'un approche le thérapeute ou la thérapeute et pose la question, OK, quand j'étais jeune, j'avais un beau parler et en vieillissant, en prenant de l'expérience de vie, mon parler a changé puis mon vocabulaire n'a pas, c'est pas expansionné, mettons, proportionnellement. Qu'est-ce qui peut en être la cause? Comment que la spirale évolutive pourrait guider dans ce sens-là? Je sais que ça Euh, part avec la gorge. Le vocabulaire, c'est le chakra de la gorge. La Oui, gorge. mais ça, si tu parles comme ça, c'est que là, tu te fermes déjà ta relation avec ton intuition est fermée. Parce que si tu dis, ah, c'est la gorge, ben ça, c'est la logique intellectuelle qui t'amène vers la gorge et tu peux avoir raison. Maintenant, si tu prends le temps, il y a plusieurs façons d'aborder la chose. La première, c'est d'avoir les yeux fermés, puis d'entendre la personne te dire ça et de laisser venir à toi de l'information intuitive qui va te permettre de te relier, par exemple, à l'état de conscience. Enfin, je vais te donner un exemple. Tu me parles de ça, je me mets à la avec la personne et son état de conscience. Je vois qu'à l'âge de 16 ans, il s'est passé quelque chose qui a amené un peu, bon, et j'élabore autour de ça. Donc, ça, c'est une première façon d'aborder la chose. OK? La deuxième, c'est de prendre le temps de mesurer, bon, à 1 an, 2 ans, 3 ans, donc l'âge de la personne. Tu remontes, ben, disons qu'elle a 30 ans, tu remontes de 1 an, 2 ans, 3 ans, OK. Oh, 22 ans, je sens qu'elle a n'importe quoi là, à 22 ans, il s'est passé quelque chose. Et là, on prend le temps de se relier à l'état de conscience de l'âge de 22 ans des personnes pour être capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois? Ça, c'est une deuxième façon qui pourrait être utilisée pour faire ça. Une troisième façon, ce serait d'utiliser ce qu'on pourrait appeler la régression, utiliser comme un couloir du temps qui nous permet de nous relier avec notre intention, de nous relier à l'événement clé qui a entraîné ce que tu viens de décrire. Ce serait pas mal
pas mal des façons qui me viennent à l'esprit, en tout cas, à ce sujet-là. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez? Oui. Oui, Tu sais, la patente là, que tu faisais au monsieur, là, oui, puis à l'hôpital, puis qu'il se sentait mieux pour par la suite, là, oui. tu pourrais peut-être nous en glisser un mot, s'il te plaît? Glisser un mot. Ouais, nous donner un petit aperçu de qu'est-ce que ça a l'air. Déjà, Oui, oui. vous avez plusieurs techniques de soins. Vous avez l'ouverture-fermeture, qui est une technique de soins, qui est une façon d'interagir pour avoir le questionnement et la déformation, mais c'est une technique de soins. Donc, ça, c'est une première chose. Vous avez ensuite l'équilibre par les couleurs, qui est une autre technique intéressante de soins, qui peut être associée également au courant. Le courant, c'est terre, eau, feu, air et terre. Ça peut être quelque chose qui peut s'apparenter à ça. Il y a la circulation rotatoire qui vous permet donc de travailler sur la centripète centrifuge, qui est une autre technique de soins. Et vous avez ensuite le mouvement ascendant-descendant. Puis vous avez également la circulation entre les axes. Donc, ça fait déjà quand même 5 techniques sur les chakras sur lesquelles vous avez pour déjà travailler sur les chakras. Maintenant, la spirale évolutive est quelque chose à part. Pourquoi c'est à part? Ben parce que il y a tout un langage intuitif autour de ça. Et c'est dans ce sens-là que là, qu'on arrive à la spirale évolutive, bien évidemment, ces 5 techniques-là, quelque part, peuvent s'appliquer dans les états de conscience. Puis, il y a une technique qui s'est ajoutée parce que, justement, je suis en train d'écrire un livre, justement, sur la spirale évolutive en pratique qui lui va proposer comment développer son habileté intuitive en tenant compte de la grille de lecture de la spirale évolutive. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu comme un genre de on pourrait mettre un peu comme des cloisons autour en se disant, ben oui, il y a une conscience intuitive, mais la spirale évolutive, c'est quelque chose qui est un peu distinct. Et c'est comme ça que j'ai choisi donc d'amener cette technique-là de la spirale évolutive. Et pourquoi? Parce que la technique de la spirale évolutive, finalement, c'est comme créer une spirale, en fin de compte, qui va passer à travers chacun des chakras. En fin de compte, on pourrait faire partir des pieds dans une spirale évolutive qui va partir des pieds pour remonter donc à travers nos jambes et ensuite la faire passer au niveau du chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra frontal, chakra couronne. OK? Ça serait une spirale, tu vois, la spirale dans notre corps de chair. Et ensuite, on peut la faire remonter dans les sphères plus élevées. Donc, le niveau énergétique, le niveau de conscience énergétique, émotionnel, mental, causal, spirituel. Et cette façon de procéder, c'est une façon, quelque part, qui nous amène au niveau spirituel. C'est-à-dire, c'est un peu comme si ma conscience, j'apprenais à la projeter vers le spirituel. Parce que plus je la projette vers le spirituel, plus je vais constater quelque part que moi, je vais me sentir plus en état d'harmonie, de paix, et je vais me sentir de plus en plus à l'aise dans cette sphère spirituelle-là. Plus je vais être capable, par exemple, de prendre les mains de quelqu'un à côté de moi, de faire la pratique de la spirale évolutive et de faire un soin pour que cette personne-là puisse bénéficier de cette élévation que j'ai pu expérimenter. Est-ce que tu me suis? Oui, je te suis. Donc, c'est ça, finalement. C'est une technique qui est simple, mais finalement, encore une fois, c'est toujours la même chose. Les guérisseurs ont tendance, et pas juste les guérisseurs, mais l'être humain en général a tendance à croire, surtout dans le monde subtil, dans le monde énergétique, que c'est des techniques c'est la technique qui est le plus importante. Pourquoi je dis ça? Bien, quelque part, il suffit de regarder dans le monde toutes les techniques qui ont été développées sur les soins énergétiques, où chacun dit, mais ma technique est meilleure que la tienne. Tu vois? Déjà, on a déjà quelque chose de très commercial. On tombe dans le commerce à ce moment-là parce qu'il n'y a aucune recherche scientifique qui démontre que l'une ou l'autre des techniques est plus efficace que l'autre. Donc, c'est plus compliqué que ça. Par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est que le soignant, si lui maîtrise ce qu'il fait, ben, il est capable d'accompagner un client avec une compétence supérieure que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Et dans ce sens-là, spirale évolutive, c'est un peu la même chose. Moi, quand j'ai reçu l'enseignement de France Blanchette, ben, c'était un week-end. Qu'est-ce qui a fait que cette technique-là m'a tant interpellé? C'est que j'avais suivi pendant 3 ans un guérisseur qui nous avait parlé de voyager dans les corps subtils, de voyager, mais sans donner comme. C'était un peu comme une espèce de. On partait
on allait dans tous les sens, dans toutes les directions, mais on n'arrivait pas à trouver une grille, une genre de structure qui faisait qu'on était capable de se référer à. Et la spirale évolutive, c'est ça que ça m'a apporté. J'appelle ça la spirale évolutive, mais je ne rappelle même pas comment elle appelait ça, France. Mais de toute façon, c'est pas tout à fait comme ça qu'elle le faisait. Parce qu'évidemment, c'était très simple comme elle le proposait. Ce que je viens de te présenter, c'est assez simple aussi, parce qu'effectivement, c'est simple. Puis l'idée là-dedans, c'est que toi, en tant que soignant, tu dois apprendre d'abord et avant tout à développer la spirale pour toi. C'est-à-dire être capable d'accéder à la dimension spirituelle de façon de plus en plus régulière et de plus en plus naturelle. Et c'est comme ça que tu vas arriver à pouvoir parvenir justement à développer cette dimension spirituelle-là, puis être de plus en plus à l'aise à l'habiter, de plus en plus être capable d'amener les gens à l'atteindre également. Parce que c'est ça finalement, c'est que quand je te dis, tu as un soignant à côté de toi, tu mets ta main sur l'appui de la personne, tu t'élèves et la personne s'élève. Donc, si tu travailles sur son cheville parce qu'il y a un problème avec sa cheville, ben, tu peux faire un travail d'élévation pour amener la cheville dans le monde spirituel. Si c'est la globalité de son corps que tu as amené, bon, tu la prends, tu l'amènes à la globalité. Et l'idée, à quelque part, c'est que souvent, qu'est-ce qui peut être fait? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans les notes, j'ai oublié de vous le mentionner, dans votre school, attends, on va aller voir ça ensemble, vous avez des nouveaux documents que je vous ai ajoutés. Oui, parce que je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça, c'était, je ne sais pas si vous le voyez, ça, C'est pas c'était terrible, hein. avant et après un soin. Ah, ok, ok, ok. Ça, c'est effectivement. Vous avez un troisième document avec lequel vous pouvez donner des explications. Alors, ça, c'est un petit document que j'avais à l'époque fait pour justement vous aider les gens lorsqu'ils vont, quand vous faites un soin à quelqu'un, ben, vous pouvez prendre le temps de dessiner la personne, écrire des petits textes, des informations avant et après un soin, puis il y a une petite grille qui vous donne des informations supplémentaires. Donc, c'est une façon pour vous tenir un dossier finalement, vous comprenez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on donne à la personne ou on garde pour soi? C'est une question personnelle que vous avez à déterminer. Vous pourriez effectivement le donner si vous le souhaitez. Ça peut être sympathique. Mais c'est pas. Vous pouvez le garder également dans vos dossiers. Moi, j'avais des documents comme ça que je gardais. J'ai fait ça pendant des années, d'avoir des dossiers comme ça. Que je dessinais avant et après, je gardais pour moi. Mais si les gens le voulaient, je peux leur photocopier, bien sûr, là. Mais Ouais. moi, j'enregistre souvent les gens, donc bon, j'enregistre ce que je dis, donc c'est souvent ça qui importe le plus aux gens. Donc ça, c'était un des documents. Est-ce que c'est encore correct de l'enregistrer? Si, admettons, quelqu'un vient et dit qu'il veut l'enregistrer, est-ce que c'est toujours correct ou c'est préférable avec les nouvelles normes de quoi? OK, les nouvelles normes de quoi? Ben, l'Association des naturopathes de je sais pas trop quoi, là, ils disent que c'est préférable de ne pas utiliser le mot soin, parce que c'est les soins, comment on dit ça? C'est uniquement le monde médical qui peut l'utiliser, c'est ça? Ouais, c'est juste le monde médical qui peut utiliser comme traitement, on peut pas dire ça non Mais plus. en fait, je te dis franchement, moi, j'ai eu la chance de parler avec comment dire, l'Ordre des psychologues m'a convoqué, pas convoqué dans un lieu, mais elle m'a convoqué. J'ai pris rendez-vous avec eux, j'ai parlé avec eux pendant 2, 3 heures au téléphone, hein. Ça a été vraiment un long appel. Et elle m'a expliqué en détail ce que l'Ordre des psychologues avait le droit maintenant légalement d'imposer. Puis il n'y a plus grand-chose qui reste aux soins. Comme moi, par exemple, ce que je fais, la seule chose que je peux dire pour être dans la légalité, et dans ce sens-là, vous avez à retenir ça vous autres aussi, c'est de parler de coaching. Le coaching, finalement, c'est pas quelque chose qui nous touche, c'est pas de l'analyse qu'on fait, c'est pas de la psychothérapie qu'on fait, c'est vraiment l'accompagnement vers le futur. C'est quoi tes objectifs? C'est ça que tes objectifs, OK, on va travailler on va t'aider pour les atteindre. Ça, c'est la voie dans laquelle quand on se présente, c'est sans doute la voie où on peut sur laquelle on peut mettre l'emphase et que les gens vont, que l'Ordre des psychologues au Québec, j'entends, mais je pense qu'en France ou ailleurs, on doit avoir à peu près la même chose, c'est que l'Ordre des psychologues du Québec, ils ne disent pas beaucoup, mais ils ont réussi à obtenir le titre de psychothérapeute comme étant associé à leur profession. Et donc, ce qui impliquait, ils ont défini que dans la psychothérapie, il y avait énormément de choses, ce qui veut donc dire que tous les thérapeutes qui ne sont pas psychologues ne pourraient pas pratiquer
s'ils appliquaient vraiment la loi comme il le faudrait. Donc, ça va aussi loin que ça, là. Donc, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis en application, mais que lorsqu'ils reçoivent des plaintes, ils vont ils vont convoquer les gens pour leur parler, pour leur dire quelque part ce à quoi ils ont droit, etc. Puis ils vont leur demander de faire des rectifications dans leur présentation pour éviter justement de trop toucher leur terrain de vente. Donc, on doit éviter le mot inconscient, ça c'est sûr, certain. On doit éviter le mot psychologie. Maintenant, soins et tout ce que tu veux, ben là, quelque part, bon, normalement, on ne va pas parler de guérison parce que ça touche vraiment la médecine. Le mot guérison est un mot qu'on ne doit pas aborder. Par contre, la notion de soin, c'est plus ambigu. Je comprends que les naturopathes puissent avoir envie de ne pas proposer sur toi parce que les naturopathes sont dans l'eau chaude, parce qu'ils ont l'ordre des médecins d'un côté, puis l'ordre des psychologues de l'autre côté. Parce que finalement, le naturopathe est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a certains naturopathes qui peuvent travailler beaucoup sur la notion de l'inconscient pour amener des gens à prendre conscience de la maladie, puis la cause de la maladie, etc. Donc ça, c'est une chose à laquelle ils peuvent faire face. Et puis de l'autre côté, la médecine qui, elle, dit hey, tu n'as pas le droit de faire des diagnostics, tu n'as pas le droit de ceci, tu n'as pas le droit de cela. Donc finalement, les naturopathes sont assez dans l'eau chaude aussi à ce sujet-là. Mais par rapport à l'enregistrement, c'est sûr que moi, je le fais depuis plusieurs années. Moi, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est une bonne idée d'enregistrer. Si on regarde évidemment que l'enregistrement devient, je vous donne un exemple, moi j'avais eu une personne qui s'était suicidée, qui était venue me voir. Alors, si elle s'est suicidée, c'est pas parce que ce que je lui avais dit quelque chose qui était relié à ça, c'est qu'elle était dans une situation de crise, puis bon, j'ai eu une convocation avec cette personne-là, et ça a été ça, puis bon, quelques mois plus tard, elle s'est suicidée, ça ne me concernait pas comme tel, la raison d'être de ça, sauf que la sœur de cette femme-là, avait comment dire, elle avait négocié une consultation pour que qu'elle ne prenne pas l'enregistrement et qu'elle amène à la police. Alors qu'il n'y avait rien de, de dommageable là-dedans, puis elle en était bien consciente, mais elle disait quelque part pour éviter des problèmes, tu vois, c'est parce que, bon, tu sais, c'était un peu comme en voulant dire, bon, ben, ça ne donnera rien, mais il n'y a rien de compromettant, mais bon, ça évite des problèmes, tu vois, c'est un peu la chose qu'elle avait dit. Alors, donc, c'est sûr que l'idée de l'enregistrement, une des choses, par contre, que vous pouvez faire, c'est une feuille une clause d'annulation. Ça, je pourrais vous envoyer un document à ce sujet-là éventuellement. Comment ça s'appelle déjà? Attendez. J'ai un document comme ça. C'est une clause de non-responsabilité. C'est-à-dire que la personne qui vient vous voir, elle signe un document qui vous déresponsabilise, qui vous enlève de la responsabilité elle ne peut pas vous revenir sur vous par la suite. C'est une chose qui peut être faite. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir légal important? Je ne peux pas vous dire, mais certaines personnes peuvent faire ça parce qu'ils ont le souci de se protéger. On marche un peu sur la tête quand même, hein. C'est clair. Moi, je vais vous avouer que là, moi, au Québec, j'ai déjà eu un problème avec l'ordre des médecins et j'ai eu un problème avec l'ordre des psychologues, tu vois. C'est sûr que dès que tu abordes un petit peu des sujets quelque part, puis que tu as un petit peu de reconnaissance ou que tu as un petit peu vu, ils aiment bien quelque part mettre leur main mise là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il faut être attentif à ces choses-là, ouais. Ouais, puis trouver des coupables. Et du coup, dans ce que tu dis, là, ce papier où du coup, tu es déresponsabilisé, alors que justement, l'idée, ce serait que non seulement c'est pas les autres qui sont. Il n'y a pas un coupable à l'extérieur et que du coup, on est tous responsables. Peu importe hein, le rôle qu'on joue dans l'histoire. Je suis d'accord avec toi, sauf que bon, je sais que ce document-là, quelque part, c'est souvent ce qui est proposé par le domaine des avocats pour assurer. Ça, ouais. Maintenant, bon, le domaine des avocats, c'est pas nécessairement le domaine le plus non plus simple. Mais c'est une façon peut-être de se protéger. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer le document qui pourrait être une. S'il vous plaît. Oui, merci. Oui, j'aimerais te dire merci beaucoup. Merci. Bah oui, parce qu'on est dans un monde qui marche sur la tête. Donc, de toute façon, il faut marcher dans ce. Oui, mais tu sais, juste depuis COVID, ce qui est assez exceptionnel qui s'est passé, c'est toute la notion de, comment dire, de complotiste, la notion de complotiste, hein, dès que quelqu'un avait un avis différent du gouvernement, ben, quelque part, il était automatiquement perçu comme complotiste. Il était donc, on lui enlevait toute crédibilité. C'était arrivé chez des médecins.
c'est arrivé donc évidemment à toute personne qui se mettait en avant pour parler de choses qui pouvaient être compromettantes. Donc, c'est certain que quand on regarde ce que les naturopathes font, ou même ce que nous, on peut faire, on est un peu dans cette notion de complotisme, c'est-à-dire qu'on devient des complotistes parce qu'on prétend quelque chose qui, à leurs yeux, est une forme de vision complotiste. C'est-à-dire, par exemple, si moi je dis que l'énergie existe, ben, il y a des gens qui vont dire ben, c'est un malade, un fou, c'est un sectaire, c'est un sous, ce que vous voulez. Donc, on vit dans un ère où, justement, la notion de la science, elle dit, ben voilà, nous avons la connaissance absolue et nous avons les moyens de faire taire toute personne qui n'a pas quelque part, qui ne partage pas quelque part cette vision que nous avons vis-à-vis d'eux-mêmes. Vous comprenez? C'est un peu le problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Du coup, ce document en question, il est disponible quelque part ou c'est toi qui le... Je peux vous le faire, justement, parce que je l'ai à quelque part, pas très loin d'ici, justement, parce que justement, je regardais. Puis, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais trop embarqué là-dedans parce que, bon, ma façon de travailler, mais c'est vrai que je me suis justement dit que ça serait peut-être intéressant pour vous, même pour moi, de façon d'utiliser ça, surtout dans le cas d'enregistrement, parce que l'enregistrement, c'est une preuve qui est assez quand même assez évidente, hein, on ne peut pas la contester. Donc, pour éviter des problèmes, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de documents-là qui ont un impact. Maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel point ça vaut, mais c'est déjà quand même quelque chose. Puis, évidemment, dans l'idée de guérisseur, ben, si vous prétendez que vous guérissez, vous êtes dans la merde. Donc, ça, c'est une chose à éviter. Si vous vous présentez comme un psychologue, un psychothérapeute qui travaille sur l'inconscient, vous êtes dans la merde parce que là, vous touchez carrément les plates-bandes de la psychologie. Donc, c'est beaucoup plus préférable de parler des champs subtils, de travailler sur la mémoire cellulaire. C'est quelque chose qui peut être déjà un peu plus quand même ambigu parce que les psychologues ne travaillent pas sur la mémoire cellulaire. Le médecin non plus. OK? Donc, on travaille dans un niveau, quelque part, un peu plus, avec un langage un petit peu plus technique, un peu moins accessible au grand public, mais qui permet donc déjà d'avoir une vision un peu plus safe par rapport à la société à ce niveau-là. Donc, je voulais retrouver la feuille, puis je vous enverrai le document. Je le mettrai justement dans la même section que celle dans laquelle vous avez retrouvé les documents. Donc, vous avez dans la même section, donc justement, un petit document sur les chakras qui vous donne un petit texte assez simple sur les chakras. Mais vous avez également aussi dans ça ici, je vais vous montrer. Vous voyez ici, ça, ce sont des évaluations qui vous sont données, c'est-à-dire que vous pouvez évaluer le cas, la personne peut évaluer la pratique supervisée, c'est l'évaluation de l'étudiant. Donc, l'étudiant, c'est lui-même qui s'évalue, c'est-à-dire vous faites un soin à quelqu'un, vous allez vous donner une note et vous allez vous dire, bon, est-ce que la lecture est utile à distance? Est-ce que je me donne un très bon, par exemple, un B? La lecture intuitive, ensuite, lorsque la personne est avec moi, est-ce que j'étais bon? Est-ce que j'étais content de moi? Le travail énergétique, est-ce que j'étais content de moi, etc. Donc, vous avez comme un genre d'évaluation que vous faites sur vous-même. Vous avez des questions à laquelles vous répondez, OK, dans le document. Et vous avez ensuite une évaluation qui s'appelle l'évaluation de l'étudiant par le client. Donc, le client, c'est la personne avec qui vous avez fait le soin. Et là, cette personne-là, elle peut dire, bon, la réception, comment le thérapeute l'a reçu, comment la présentation à la rencontre, comment le thérapeute a présenté la rencontre, la pertinence des informations intuitives pendant la consultation, les réponses à vos questions, l'équilibre de l'énergie, les commentaires concernant l'équilibre de l'énergie, la proposition pour un suivi. Et ensuite, vous avez le client a un commentaire qu'il peut compléter. Ensuite, cette feuille-là, normalement, elle va m'être remise, cette feuille-là que je viens de vous parler, mais on n'est pas dans ce stade-là. Là, je vous fais juste part que ce sont des documents que vous pouvez télécharger puis que vous pouvez utiliser quand vous faites des soins avec des gens, puis ça vous permet d'apprendre justement, parce que finalement, ce qui est intéressant du client, c'est que le client puisse faire une évaluation de vous-même sans qu'il ait à vous expliquer à vous qu'est-ce qu'il a aimé et qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, parce que ça lui donne une liberté. Si le fait devant vous, il y a le risque fort de dire ah, tout était merveilleux, tout était fantastique, parce qu'il n'osera pas vouloir. Alors, l'idée là-dedans, c'est pas de vous mettre dans la merde, hein, c'est plus de vous donner l'opportunité d'avoir un regard de quelqu'un qui est vraiment objectif, dans lequel il se permet de dire qu'est-ce que lui
a vécu, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Et ça permet justement à ce que vous ayez ce retour d'une personne qui vous donne un regard le plus honnête possible sans qu'elle ait à se sentir mal à l'aise face à vous. Vous comprenez? C'est Ah, bon? super. Oui, oui, merci. Puis l'autre document, c'est celui-ci. Est-ce qu'ils sont tous dans le module 4, eux autres? Oui, ouais, c'est ça. L'autre dernier document, ça s'appelle Suivi psycho-énergétique. Alors, c'est un genre de petit document que j'avais fait là, pour vous donner l'opportunité, justement, d'évaluer. Bon, vous faites le nom de la personne, la date de naissance, vous marquez la problématique, vous regardez observation intuitive avant le soin, observation intuitive pendant le soin, observation intuitive après le soin, le plan d'action proposé, objectif pour la prochaine visite. Donc, vous voyez que ce sont des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a une autre feuille que je vais ajouter, que je n'ai pas ici, que je me rends compte, qui vous permettra de faire une genre de petite grille sur les chakras. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas mis, mais je vais la retrouver, puis je vais vous la mettre éventuellement dans ce document-là, puis l'avis de la clause de non-responsabilité aussi qui sera inscrite également. Donc, le prochain module, le module 4, bien évidemment, c'est sur la pratique vers un partenaire. Donc là, vous avez déjà commencé, vous voyez, vous êtes en avance sur la pratique vers un partenaire et vous êtes en retard sur la pratique personnelle. Déjà, c'est déjà en soi discutable. Je ne dirais rien, On va rectifier cela. Oui, oui. Ouais, c'est mais ça. c'est juste pour valoir ça. Donc, la pratique vers un partenaire, bien évidemment, dans le school, vous avez donc une vidéo qui dure 2h18 minutes qui vous montre un petit peu la pratique d'un partenaire. Vous avez donc attendez, là, est-ce que je vais me retrouver moi-même? OK, l'évaluation. Le week-end, attendez, je vais juste vérifier quelque chose. OK. Donc, vous avez ce module d'enseignement-là qui dure 2h18, qui vous présente un peu les bases de la pratique. Puis ensuite, c'est ça que ça s'arrête. Ça s'arrêterait là, l'enseignement. Maintenant, vous avez une série de modules qui suivent après, une série d'enseignements qui vous sont proposés, que vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais il y en a qui sont intéressants, comme par exemple, vous avez un, ça s'appelle le soin à distance. Donc, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil sur qu'est-ce qui est raconté là-dessus, si ça vous intéresse. Vous avez un autre qui s'appelle Communiquer à un partenaire. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que c'est une vidéo qui vous présente de quelle façon vous pouvez communiquer avec un partenaire. Vous avez déjà, vous avez donc ce vidéo-là qui est là. Vous avez également un webinaire de démonstration dans lequel on vous parle de lecture et soins des chakras par rapport à un partenaire. Donc, c'est un petit module, un petit bonus, là, finalement, que vous avez aussi qui est là. Vous avez aussi des pratiques vers un partenaire de toutes les techniques qu'on a vues. Donc, l'ouverture-fermeture, les couleurs, la circulation rotatoire. Donc, vous voyez que vous pouvez donc pratiquer, on vous accompagne dans une pratique vers un partenaire à travers ces techniques-là. Et il y a deux exercices, première partie, deuxième partie, qui concernent justement l'ensemble de toutes les techniques que vous pouvez faire sur un partenaire. Donc, toutes les techniques que vous avez apprises jusqu'à maintenant, que vous pouvez faire sur un partenaire, on vous enseigne à le faire. Il y a également un soin de la spirale évolutive sur un partenaire qui est proposé également, si je ne me trompe pas, ouais. Puis également, un autre module que là, je vais vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant comme tel, c'est l'armure psycho-énergétique de la spirale évolutive. Alors, l'armure psycho-énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement cette idée que moi, je suis fait de chair et d'os. J'ai un corps de chair et d'os. On a tous, donc, on est fait de matière. Et que cette matière-là, quelque part, s'est développée musculairement à un niveau plus ou moins important. Il y a des gens, par exemple, qui sont très gros, il y a des gens qui sont très musclés, il y a des gens qui sont très maigres. Bon, il y a plein de mondes différents. Hein. On est dans cette idée-là, on est tous différents. Et l'idée de cette façon de travailler avec les armures, c'est le corps. Donc, on peut, bon, il y a diverses façons de faire. La personne peut demeurer habillée ou elle peut se mettre en sous-vêtements et on va observer quelque part comment son corps, qu'est-ce qui se dégage de son corps pour constater effectivement qu'il peut y avoir des endroits dans son corps qui attirent notre œil et qui mettent en évidence qu'à nos yeux, à nous, il y a peut-être une énergie qui est soit stagnante, soit trop active, soit trop hypoactive, etc. Donc, ça peut nous amener justement à faire un travail sur justement cette notion des armures et ça peut donc être intéressant. C'est ça qui est question dans ce petit volet-là aussi. Et vous avez un petit message, on différencie message de l'ego et de l'âme. Bon, c'est une question qui m'a été posée.
que j'ai mises là pour ceux qui auraient de l'intérêt. Donc, vous voyez, c'est donc le plus important, c'est le module 4, donc la vidéo de 2h18, c'est celui qui est important. Mais ensuite, vous avez une série de vidéos qui vous permet donc d'approfondir votre pratique vers un partenaire si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions concernant ça? Oui, je le trouve pas, ce dernier-là. Le module 4? Non, le module 4, je suis dedans. Mais celui-là que tu disais par rapport à l'armure. Ah, Ah, ok, je le vois, à je le toute vois. fin. Oui, oui, à toute fin, oui, oui. OK. Donc, c'est ça. Alors, moi, je vous invite, le plus important, c'est le module 4, là, de faire le module 4 qui dure 2h18. C'est celui qui vous est demandé. Vous avez également peut-être aussi, OK, la rencontre pour le module 4, ça, c'est notre rencontre qui est là. OK, donc on oublie ça. Donc, c'est surtout ça qui était le plus important. Le reste, bien évidemment, vous pouvez jeter un coup d'œil si vous avez envie, si vous avez des curiosités, de visionner les choses puisqu'elles sont là. Et ce sont comme tout des éléments d'approfondissement que vous pouvez explorer si vous en avez envie. Est-ce que tu vas nous dire à l'avance de au moins un mois quand est-ce que ça va être notre dernier cours, s'il vous plaît? Ben, celui-là, on pourrait presque dire que c'est celui qui va clore donc la formation, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on est rendu au module 4 et le module 4 va finalement être le dernier module de la pratique sur les chakras. Bon, avec celui-là, on aura complété véritablement l'enseignement. Et ce qui va donc dire qu'on arrivera à l'étape de la pratique supervisée qui, elle, viendra donc dans le délai de temps, on devra déterminer le délai de temps qui vous apparaîtra le plus judicieux pour pouvoir le faire. Et à ce moment-là, ben, on pourra le commencer à ce moment-là. Ok, donc là, effectivement, c'est le dernier, et après, on va commencer un autre, mais tu nous laisses un temps qu'on détermine ensemble pour commencer la supervision. C'est ça, c'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Après avoir fait le module 4, bien évidemment, la prochaine rencontre qu'on va faire, ça va être regarder un petit peu comment ça a été cette pratique 4-là et comment ça s'est développé, etc. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on va donner un temps, un Ok, temps pour, je fais on va prendre un autre rendez-vous plutôt. Puis là, je vais faire une présentation de la pratique supervisée avec tous les documents que j'ai ajoutés, etc., qui sont nécessaires pour le faire. Et rendu à cette étape-là, je vais vous donner, on va se mettre d'accord pour un temps pour que vous puissiez faire la supervision, la pratique supervisée. Et moi, je vais vous donner d'autres rendez-vous à ce moment-là qui vont avoir lieu pour vous accompagner dans la supervision. C'est-à-dire que la supervision, vous la faites par vous-même, vous êtes autonome. Maintenant, ça n'empêche pas évidemment que pendant la supervision, on peut avoir des moments, des rencontres pour vous soutenir et vous accompagner. Alors, il y aura donc des rencontres qui seront faites dans la période de temps qu'on va s'allouer. Donc, on va déterminer, si, mettons, vous dites, bon, vous avez un certain nombre de clients à faire. Si vous me dites, ben moi, je pense le faire dans un mois, par exemple, c'est assez rapide, mais c'est possible. Ben, à ce moment-là, ça veut dire que dans ce mois-là, bon, on pourrait statuer du nombre de rencontres qui seraient nécessaires pour des webinaires pour pouvoir justement vous accompagner dans ce sens-là. Ça va? Ok. ok, Donc, on n'est pas rendu à toute fin pour revenir à Louise. Donc, la prochaine fois, c'est dans 2 semaines. Ce serait normalement la rencontre sur le module 4. Et après celui-là, il y aurait donc logiquement un délai de 2 semaines pour vous donner l'opportunité pour que je fasse la présentation de la supervision. La Et, supervision, ok. et lors de la supervision, ben là, on va donner un laps de temps plus long qui va être Hmm. déterminé par vous pour qu'on puisse dire ben, quel serait le prochain moment pour faire un webinaire dans lequel je prendrai le temps de simplement être là pour accompagner votre pratique supervisée. Ok. La supervision, c'est quoi? C'est sur une séance, une pratique? Sur 5 séances, il me semble. Ah, sur 5 pratiques, d'accord. Oui, oui. 5 Waouh, waouh, pratiques dans waouh. lesquelles. Pardon? Je dis waouh, waouh, waouh. Ouais, mais c'est pas énervant. Hein.
ces 5 pratiques, comme avec les documents que je vous ai remis, tout ça, bon, vous faites ce qui est là. Maintenant, l'objectif, évidemment, c'est quand même que vous ayez un certain gain de compétences. Donc, moi, je vais vous pousser, ça c'est sûr et certain. Je ne vais pas me contenter nécessairement. Je vais vous pousser pour que vous ayez au maximum. C'est pour ça qu'il y a des webinaires d'intégration pendant la supervision pour vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me remettre aussi des exemples de ce que vous avez fait. On peut regarder ensemble. Je peux donc vous donner de l'information pour vous aider à aller plus loin et que quand vous arrivez à la supervision, que vous avez vos 5 comptes rendus à me remettre, ben, que vous ayez atteint une forme de compte rendu qui soit la plus appropriée pour vous, que ça soit le mieux évalué finalement. Voilà. Ok. Ok. C'est bon? Oui. Ouais. Qu'est-ce Donc, qui arrive? on se... Qu'est-ce qui Pardon. arrive? Ben, vas-y, Isabelle. Non, c'est Thierry. Ah, Thierry. Oui. Non, vas-y, Louise. OK. Qu'est-ce qui arrive si advenant, comment qu'on va pratiquer, sur qui on va pratiquer? Parce que si advenant que Thierry, Isabelle et moi, on pratique, puis on pratique, puis on pratique, puis on trouve tout qu'est-ce qu'on a à faire à trouver, c'est peut-être pas entièrement vrai, mais qu'est-ce qu'on va faire lors de l'évaluation? Parce que l'évaluation ne se fait pas entre vous. Elle se fait avec Ah, 5 personnes distinctes, 5 cas différents. Ok. Pourquoi? Mais parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Parce qu'évidemment, là, vous vous connaissez, donc c'est plus confortable. Maintenant, dans la supervision, ce qu'on demande, ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Alors, moi, je peux faire des demandes, par exemple, dans ma liste. Vous pouvez peut-être faire des invitations, je ne sais pas moi, des soirées de pratique, je ne sais pas, le mercredi à telle date, puis on peut dire, bon, allez sur le chat, les gens vont dans le chat, puis ils vont pratiquer avec vous. Ou vous pouvez le faire, vous les inviter sur Zoom ou sur WhatsApp ou je ne sais quoi. Mais c'est ça un peu, c'est que vous allez avoir à pratiquer donc avec des gens que vous ne connaissez pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous puissiez justement satisfaire ces personnes-là que vous ne connaissez pas. Et c'est ça qui est le défi, en fin de compte, de ces 5 consultations-là. Ok. Ça va? Challenge. Yes. Oui, puis comme je dis, évidemment, l'objectif premier, évidemment, c'est pas de vous mettre à terre, c'est plutôt au contraire de vous élever. Donc, l'objectif Ouais. pour moi, c'est de chercher à voir de quelle façon que vous pouvez atteindre votre maximum de compétences, donc de voir où se trouvent vos zones de faiblesse et d'essayer de voir de quelle façon vous pouvez les améliorer, finalement, voilà. Super. C'est bon? Ok. Oui. OK, Super. donc, est-ce qu'on se donne un rendez-vous dans 2 semaines? Ça vous va? oui, Ouais. Oui. le 23 ou Le 23, tu dis, toi? Attends, OK. le 23, mercredi? c'est un mercredi, ouais. Ouais, oui, ça pourrait être. Ah oui, moi j'ai une conférence le 23. Le jeudi, alors. Ouais. Ah, Ça ne sera pas le 23 pour moi. Ouais, jeudi 24. Le jeudi 24? Ouais, Ok. 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 Donc le vendredi, jeudi 24, donc à 20h, Ok. 14h. Ça va? Ok. Oui. Super. Donc évidemment, entre-temps, c'est des questions d'interrogation, ben, vous pouvez me revenir. Si c'est des problèmes avec le chat, vous me faites ça, vous pouvez me faire savoir, puis on peut aller voir qu'est-ce qui se passe exactement. Mais Ok. je pense que sinon, on peut aussi utiliser d'autres façons, comme vous l'avez déjà commencé. Ok. Ok. C'est bon? Oui. Oui. Super. Oui. OK. Merci, merci. Passez Merci de belles semaines. beaucoup. Merci à merci, vous. Ok. À toi Sylvain. OK. aussi. À Merci. tout Merci. bientôt. Bonne soirée. Belle journée. À vous aussi. Au Merci revoir. d'être présent et nous enseigner tout ça, hein. C'est vraiment un cadeau. Ah oui, Merci tout à à toi. fait. Merci. Ouais. C'est gentil. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. À À Au bientôt. revoir. bientôt. Ouais. Et il y en a qui sont associés donc aux soins que vous pouvez faire quand vous pratiquez avec un partenaire. On va regarder ça ensemble. C'est dans donc